L'association Les Rêves de l'Art a accueilli le collectif bordelais La Mobilette, qui, dans les méandres du château de Montbazillac, nous a guidés pour une visite aux regards artistiques et érudits sur la vie des premiers propriétaires du célèbre château. On va faire une visite, c'est une visite guidée que je vais vous faire de l'exposition, de tout le projet en fait. Pas seulement de l'exposition, mais des tombes, un peu du parc et un peu du château, parce que l'exposition, elle rentre dans un cadre, et ce cadre, c'est le château, et c'est l'histoire de ce château. Alors, dans cet espace, ici, on s'est vraiment essayé à l'exercice de la reconstitution historique. Quand vous allez dans les châteaux, à Versailles, à Chambord, des choses comme ça, vous avez des reconstitutions de salles, de châteaux, qui nous permettent de voir, d'imaginer comment les gens vivaient à l'époque de la Renaissance, par exemple. Donc nous, on s'est essayé à ça, mais en décalé, puisqu'on n'a pas utilisé des meubles de l'époque, on n'a pas utilisé des toiles de l'époque, on a utilisé des œuvres d'art d'artistes. Il y a un ancrage toujours dans chaque pièce. Voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les pièces viennent ensemble pour faire un décor. Voilà. Bonjour, je suis Jeanne Sau du collectif La Mobilette. Alors, la mobilette, il faut que vous expliquiez tous les deux un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui et en général depuis le début de son commencement. Alors la mobilette existe depuis 7 ans maintenant. Oui, depuis 2007. Depuis 2007. C'est un collectif d'artistes plasticiens qui regroupe à peu près une vingtaine d'artistes. Au départ, on est né à Bordeaux, enfin le collectif est né à Bordeaux, mais de déménagement en déménagement, et puis de rencontre en rencontre, ça a grossi, et aujourd'hui on a des membres à Toulouse, à Paris et en Lorraine. Oui, c'est un peu à géométrie variable, on va dire. Et l'idée, en fait, pour nous, c'est vraiment d'imaginer ce collectif comme une plateforme d'expérimentation autour de l'exposition. Donc on n'a pas de lieu, ça c'est important, on n'a pas de lieu fixe. Donc à chaque fois, on met en place des expositions pour un lieu. Donc des fois, on va s'inspirer de l'architecture du lieu, donc ça va être peut-être plus formel. Et ici, donc pour l'exposition En attendant hier, on est vraiment plus parti sur l'histoire du château et du château de Montbazillac. Donc tous les artistes ont travaillé d'un commun accord sur la thématique. Alors non, en fait, ça se passe donc là, l'association Les Rives de l'Art a invité le collectif donc pour imaginer une exposition. Et en fait, souvent, ça se passe comme des micro-commissariats. Alors, commissariat, c'est les curators, on va dire. Donc là, on a été 2 de la mobilette et on a invité aussi une 3e personne, Julien Zerbonne, qui vit à Nantes, et lui qui est critique et historien de l'art. Et donc, à partir de là, on a imaginé le projet. Nous avons invité des gens qui font partie de la mobilette ou non. Et aussi, des artistes de la mobilette ont pu nous proposer des projets qui rentraient dans le cadre de l'exposition. À chaque projet, un groupe se forme autour du projet, et ce n'est pas les 20 membres de la mobilette qui vont travailler dessus, mais c'est un petit noyau, 2, 3, 4 personnes qui vont vraiment monter le projet et travailler le projet en amont, et ensuite inviter les personnes en fonction de la thématique et en fonction du projet. Il y a des pièces ici qu'on a réalisées pour l'exposition, mais il y a des pièces, des œuvres d'artistes qui existaient déjà et qu'on a intégrées parce qu'elles collaient à la thématique et au projet. Donc les artistes ont aussi une activité d'artistes propre à eux. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous semble important que chacun ait sa pratique. Du coup, il y a des univers vraiment très variés. Il y a des vidéastes, des musiciens, des graphistes. Et du coup, ça nous permet vraiment de collaborer ensemble pour ces projets-là. Donc chacun vient un peu avec son univers et on mélange le tout pour imaginer nos projets d'exposition. Depuis 7 ans, comment on fait vis-à-vis des politiques pour obtenir un grand local pour stocker ou éventuellement accueillir, ou est-ce que vous avez ça? On n'en a pas.
Et c'est important justement pour nous de ne pas avoir de lieu fixe. Vraiment à chaque fois d'aller dans des lieux différents. Alors on essaie vraiment de sortir un peu des expositions, on va dire, dans White Cube, enfin dans le cube blanc. Par exemple, on a organisé, c'était il y a 4-5 ans, une projection de vidéos d'artistes dans un kebab, place Saint-Michel à Bordeaux, donc un quartier populaire. Et pour nous, ce qui était intéressant, c'était à la fois qu'il y ait des personnes qui soient là à manger leur sandwich et des gens qui viennent sachant qu'il y avait cette projection. On essaie vraiment de trouver des lieux un peu, des fois atypiques. Enfin, ça nous intéresse de... voilà. Les artistes gagnent un peu d'argent sur les expos, comment ça se passe? Ça, la question de l'argent, elle n'est pas très présente chez nous. On a commencé, on est tous passionnés, on a commencé en finançant nos propres expositions. Aujourd'hui, on arrive à se les faire financer, c'est-à-dire que nous, on ne dépense plus d'argent pour faire des expositions, c'est déjà pas mal. Mais puis, on commence à dégager de temps en temps un peu d'honoraires, mais... Le but un peu je présume pour beaucoup d'artistes, c'est d'arriver à percer et de se faire connaître par les expos. Oui, c'est aussi la possibilité de travailler, la possibilité de rencontrer, la possibilité de faire du réseau et puis la possibilité surtout de participer à des projets qui sont vraiment ambitieux et qui sont, nous qui nous passionnent depuis le début, depuis 7 ans. Alors, comment vous avez abordé cette expo d'aujourd'hui ? Alors, justement, quand Jeanne parlait d'expositions un peu différentes de ce qu'on a dans les musées, nous, on essaye de privilégier les lieux qui ne sont pas des lieux d'exposition d'art contemporain. La dernière expo était dans une médiathèque, on a fait des choses dans un restaurant kebab, on a fait des événements sur une place publique, on a fait des événements dans un camping dans les Landes. Donc on essaye de privilégier ces lieux-là. Et du coup, en fonction, qu'est-ce qu'on ramène, comment on présente les œuvres et qu'est-ce qu'on dit avec ces œuvres, tout ça, c'est des questions qui remontent et qui font qu'on ne va pas travailler une exposition comme on la travaille dans un musée, quoi. Par exemple, ici, on a, c'est pour vous donner un exemple concret, on a une collection, on a un château avec une collection dans un château qui est organisé par salle thématique, qui est déjà organisé par salle thématique, avec des reconstitutions de salons, avec la reconstitution de la chambre de la vicomtesse, avec la salle du protestantisme, avec la salle des métiers, de l'artisanat, des choses comme ça. Donc nous, il nous a semblé vraiment judicieux, en tout cas intéressant, de travailler sur ce mode-là, c'est-à-dire d'utiliser cette salle vide pour proposer une autre salle thématique, mais qui a un rapport direct avec le château. On va voir avec les images. Oui, parce que ce qui nous intéressait aussi pour cette exposition, et c'est pour ça notamment, c'est entre autres pour ça qu'on a proposé à Julien Zerbonne aussi de travailler avec nous sur ce projet, c'était d'associer à la fois, on va dire, des faits historiques vraiment en lien avec l'histoire du château, avec une histoire locale, avec des personnalités ayant possédé le château, et du coup vraiment d'associer comme ça des faits historiques à des œuvres. Mais ni l'un ni l'autre ne viennent s'illustrer, c'est plus, ils ont été pensés, on les a pensés ensemble. Il n'y a pas une œuvre qui est là pour illustrer un texte ou le texte qui est là pour illustrer une œuvre. On a vraiment essayé de penser à un tout comme ça qui associerait des œuvres plastiques à cette histoire, quoi. Collection d'objets et la façon dont ils en parlent, avec des objets vraiment exposés, type musée comme ça, des images et du texte sur les murs pour venir expliquer l'histoire et la chronologie de l'histoire. Donc nous, cette exposition, elle commence quand on a été invité par les Rives de l'Art à venir visiter le château pour voir ce que le collectif La Mobilette pourrait faire comme type d'exposition. Et on a été de l'autre côté du château, finalement, dans le parc, et on nous a montré 2 tombes. Et ces 2 tombes, ce sont des tombes très anciennes d'un couple anciennement propriétaire du château.
après la Révolution, peut-être pendant le 19e siècle, on ne sait pas trop. En tout cas, on sait ils font partie de la lignée Bacalan, des Bacalans qui ont vécu de 1705 à 1900. Qui ont possédé le château. Qui ont possédé le château et qui ont vécu là, mais on ne sait pas lesquels de cette lignée sont là. Donc à partir de ce mystère, on a essayé de faire une reconstitution historique, mais une reconstitution fantasmée, une reconstitution d'artistes. Vous avez voulu donner de l'impression, comment on peut classer le style? Puisqu'il y a l'impressionnisme, il y a d'autres façons de... Justement, on a profité de ce mystère autour de ces tombes pour vraiment parler de la muséographie, c'est-à-dire ce phénomène de faire des musées, de parler du passé, en y intégrant aussi du présent, en y intégrant du futur. Donc on a une chronologie qui n'est pas chronologique. On arrive dans le futur, ici on arrive dans le présent, on repart dans le présent, on repart dans le passé. Et c'est un jeu de va-et-vient entre l'histoire aujourd'hui et le possible demain. Et du coup, donc, à partir de cette découverte dont parlait Nicolas, on s'est dit, il n'y a pas de salle Bacalan dans le château, ça pourrait être intéressant de mettre en place une salle Bacalan, avec le peu d'informations qu'on a, donc on va essayer d'en collecter. On a rencontré un viticulteur à la retraite, mais qui faisait partie de la coopérative quand ils ont acheté le château de Montbazillac, donc qui est venu un peu nous parler du château, de cette histoire des Bacalans. Et donc, à partir de ça, on a fait cette salle Bacalan qui est organisée en 3 parties, on va dire. Donc là c'est la galerie des portraits qui présente plus cette famille. Ensuite, de l'autre côté, on a un espace qui s'appelle le quartier Bacalan, donc qui est en référence qui concerne le quartier à Bordeaux. Alors il y a 2 hypothèses, soit le quartier s'appelle Bacalan parce que ça vient de bacalhau, c'est-à-dire la morue en portugais vu que c'est un quartier portuaire, ou bien ça vient d'une petite villa qui a été construite par un Bacalan. Ensuite on a un salon, puis une salle des trophées de chasse. Donc voilà un peu comment on a organisé l'exposition. Il y a un gros décalage en fait, c'est voulu. Oui, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette famille, c'est qu'il y a très peu de témoignages finalement, il y a très peu d'archives de cette famille. On sait qu'elle a été noble, qu'il y a eu des hauts faits, qu'il y a eu des héros dans cette famille, mais on n'a plus grand-chose à part le château, ces 2 tombes, quelques archives, quelques lettres et un quartier à Bordeaux qui porte le nom de Bacalan. Donc à partir de là, on a vraiment un espace dans lequel on peut vraiment imaginer beaucoup de choses, et on a voulu travailler là-dessus, sur cet espace de liberté qu'on a dans l'histoire pour pouvoir imaginer et parler aussi de l'histoire. Oui, c'est pas facile parce que vous avez été que deux à venir visiter le château. Non, on était 3. Il y avait aussi la 3e personne, donc, qui est critique et historien de l'art. Voilà, et après, par contre, là, par exemple, on a passé 5 jours de montage à tout mettre en place, et là, il y a beaucoup de personnes du collectif de la Mobilette qui sont venues participer à l'élaboration du projet. Très bien, merci. Le château a été conservé parce que notamment les Bacalans ont abjuré, ils ont toujours réussi à se trouver du bon côté. Donc cet aspect-là nous intéressait. Et là, donc ça, c'est le travail de Benoît Ménard qui l'a fait, qui nous a proposé pour l'exposition. Et lui, c'est un artiste qui travaille beaucoup autour de codes. Il revisite comme ça, des codes. Et là, ça nous semblait intéressant comme ça, avec ce texte autour de la religion. Là, on arrive presque à quelque chose de rituel, de tribal, une sorte de voulu. Il mélange en fait plusieurs cultures. Il mélange la religion. Il mélange aussi l'occultisme, c'est-à-dire les confréries, les codes des confréries. Il va mélanger à ça aussi le chamanisme et les rituels qui sont plus tribales. Et il va mêler ça aussi à la musique, comme la musique heavy metal ou des choses comme ça, qui sont aussi très codifiées et qui parlent aussi du mystique. Et tout est mélangé dans des pièces. Là, c'est en fait une série de maquettes. Donc, c'est Bevis Martin et Charlie Yule, les mêmes artistes qui ont fait la série de portraits
dont je vous parlais. Là, c'est une pièce qui s'appelle Carnival. De la série Saga, c'est ça? La saga Carnival? Ah, peut-être, je connais pas cette... Ou Dead Zone en anglais, je crois. Ah oui, Dead Zone, Ouais. d'accord. Ah, oui. Mais c'est... du coup, c'est un ensemble vraiment plus de maquettes. Alors là, notamment, il y a le Lu de Nantes. Et donc, ça nous semblait intéressant de les présenter dans l'exposition, parce que, par exemple, le quartier de Bacalan, donc là, on est vraiment dans la zone du quartier de Bacalan. Et le quartier de Bacalan, dans les années 1930, a créé pas mal de ponts avec l'Amérique du Sud. Et on trouvait ça intéressant. On peut s'imaginer que dans ces années-là, à Bacalan, il y a eu un carnaval qui s'est mis en place, un peu pour symboliser, pour marquer ce lien entre Amérique du Sud et quartier Bacalan. Et du coup, on s'est dit, ces maquettes comme ça sont de possibles constructions, de possibles utopies sur des espaces assez intemporels, en fait, au final. On a imaginé que peut-être ce quartier Bacalan ayant des rapports commerciaux avec l'Amérique du Sud se soit mélangé et qu'on puisse retrouver les couleurs et des chaleurs qui viennent justement de ces pays-là et qui se retrouvent dans ce quartier bordelais. Te presiento al dormir a escasa distancia.